L'invité de Paris Direct aujourd'hui, c'est vous, Marc Trévidic, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes magistrat, ancien juge antiterroriste et vous êtes depuis quelques mois maintenant le président de la Cour d'appel de Versailles. Nous sommes le... Président de chambre. Président, pardon, de la chambre de la Cour d'appel de Versailles. Nous sommes le 13 novembre. Il y a 3 ans, la France connaissait les pires attentats de son histoire. 130 morts au Bataclan, sur les terrasses parisiennes et au Stade de France. Quel souvenir personnel, d'abord, vous gardez de cette journée ? Je revenais de Lille en train et je suis arrivé. Ma femme m'a dit qu'il se passait quelque chose de grave. Et puis, bon, je me suis tout de suite dit que ce n'était pas une prise d'otage parce que l'État islamique ne faisait pas de prise d'otage et que ça allait très mal tourner. Après, j'ai regardé les images. Quel sentiment vous avez eu à ce moment-là ? Sentiment de quelque chose qui devait arriver, qui arrivait. On attend toujours ça et ça arrive, et puis c'est parfois encore plus horrible qu'on pouvait l'imaginer. Vous êtes l'un de ceux, effectivement, en France, qui alertait depuis des années sur le risque, non seulement d'un attentat, mais de cette envergure. Vous avez effectivement eu l'impression que ça allait arriver. Oui, mais tout le monde le pressentait, le savait. Les services de renseignement étaient débordés, et quand on est débordé face à des gens qui nous menacent continuellement et qui disent « on va vous frapper », bah, c'est assez logique, on est désarmé, que ça arrive. Donc je n'étais absolument pas le seul, sauf que je le dis effectivement, mais sinon tout le monde pense à peu près la même chose. Est-ce qu'aujourd'hui un scénario comme celui du 13 novembre, cette façon structurée d'agir est encore possible en France ? Ce qu'on sait maintenant sur les attentats du 13 novembre, c'était très très organisé, avec des équipes à tiroirs qui devaient faire beaucoup d'actions, en Belgique, en France, et même en Allemagne d'ailleurs. Et donc ça, ce point d'organisation, actuellement, je ne pense pas qu'ils en soient capables, parce qu'ils sont vraiment aux abois, tout simplement. Et maintenant, ça ne veut pas dire que dans 1 an, 2 ans, ils ne seront pas capables de mener des opérations aussi lourdes. Alors ça veut dire que la menace a changé de forme, mais pas qu'elle est moins importante ? On retombe, l'État islamique redevient un groupe terroriste traditionnel qui va travailler dans l'ombre. En fait, on a connu l'hyperterrorisme, mais aussi, je dirais, de l'hyperarrogance. Les terroristes se montraient sur Facebook, on connaissait leur visage, un peu comme ce qui s'était passé au Mali, ça a été pareil pour la Syrie, etc. Alors qu'avant, on avait affaire à des gens qui étaient quasiment des espions. Ils ne se faisaient jamais photographier, on ne savait pas à quoi ils ressemblaient, on avait du mal à savoir. Et on risque de retomber dans ce terrorisme traditionnel, finalement. Alors, ce qui a fait cette bascule, c'est le recul du groupe État islamique en Irak et en Syrie. Il y a donc un vrai effet action militaire contre ce groupe terroriste. Bien sûr. Mais au Mali, ça a été pareil. Si on les avait laissés prendre Bamako, je ne sais pas où on serait allé avec le Mali. Donc, quand on fait une opération militaire, quand on a un ennemi qui est tellement puissant qu'il devient une véritable armée, un véritable État, entre guillemets, on prend des moyens traditionnels qui sont la guerre. Voilà. Quand on a affaire à un petit groupe terroriste occulte, on prend les moyens judiciaires. On ne peut pas laisser un ennemi grossir, surtout un ennemi qui dit qu'il va nous frapper sans intervenir. Donc ce qui est à craindre aujourd'hui, ce sont ce qu'on appelle les électrons libres du djihad ? Notamment, ça, l'électron libre, c'est celui qui sort dans la rue et qui fait à peu près tout et n'importe quoi. Mais maintenant, on peut aussi, à terme, avoir des choses quand même plus structurées, des attentats style Al-Qaïda qu'on a connus dans le passé, de toute façon occultes totalement. De gens qui ne sont donc plus passés ni par la Syrie ni par l'Irak, mais qui se sont radicalisés ici, en France ? Qui se sont radicalisés ici, ou qui ont peut-être été faire le djihad à un moment ou à un autre, pas forcément dernièrement. Ça peut être des vétérans des premières filières irakiennes ou tchétchènes, etc. Vous savez, il y a malheureusement maintenant un panel de fanatisés très important, d'anciens condamnés qui sont déjà sortis, d'autres qui vont sortir. Pour oublier qu'on va en avoir 400 sur le marché, en plus de ceux qu'on a déjà. Donc on va avoir pas mal de gens à surveiller. Qui vont être amenés à sortir dans les années à venir. À propos de ces radicalisés, est-ce qu'on a progressé dans la lutte contre la radicalisation en France ? Je vous vois rire, vous disiez il y a quelques mois qu'on fabriquait des terroristes dans les maisons d'arrêt aujourd'hui en France. Oui, alors on a pris conscience de ça, manifestement. Maintenant, on va essayer de ne plus en fabriquer, au moins en maison d'arrêt, c'est-à-dire de les séparer entre eux. On les avait tous mis ensemble à un moment donné, de les séparer aussi de la population classique pénitentiaire et de cibler les gens qu'on peut rattraper, qu'on peut déradicaliser. Ça, il y a tout un travail qui a commencé. Ça paraît parfois anachronique, enfin décalé, de se dire qu'on va déradicaliser
faire changer de L'idéal, braquet. c'est d'éviter la radicalisation, donc lutter sur tous les facteurs de radicalisation dans la société d'une manière générale, c'est-à-dire tout ce qui est Internet, on a commencé aussi à le faire, tout ce qui est prêche enflammée, tout ce qui est influence d'États étrangers, être aussi très clair sur le discours qu'on tient à nos jeunes et dénoncer ce fléau de cette idéologie qui d'ailleurs, nous, ça fait 13 novembre, ça fait maintenant 3 ans, mais dans le monde, il y a des attentats terribles terroristes au nom de la même idéologie aujourd'hui. Vous parliez tout à l'heure de l'enjeu de la gestion, si on peut dire, de ceux qui vont sortir de prison. Il y a beaucoup de questions, notamment aussi autour de ceux qu'on appelle les revenants. Certains, d'ailleurs, contre lesquels vous aviez lancé, alors que vous étiez juge antiterroriste, des mandats d'arrêt internationaux. Certains sont rentrés en France, d'autres sont toujours dans la zone irako-syrienne. Qui doit les juger et comment ? Tout d'abord, si c'est un individu terroriste, ça fait des exactions en Irak, par exemple, l'État irakien a le droit de les juger. Ça me paraît complètement normal. Hein. Nous, on juge les individus qui font des crimes chez nous. Il n'y a aucune raison, sous prétexte qu'ils seraient français, qu'ils ne soient pas jugés là où ils sont. Mais faut-il encore qu'il y ait un État prêt à les juger, hein. Ce n'est pas le cas en Syrie, c'est le cas en Irak, donc il faut voir, c'est au coup par coup. Mais il faut que quelqu'un s'en occupe de toute façon. Quelle justice pour les familles de Français qui sont restés là-bas, notamment, et qui sont, pour certains, aux mains des Kurdes, notamment, dont on sait peu sur le parcours judiciaire. Les Kurdes, ce n'est pas un État, il n'a pas c'est le droit international, ça fait peut-être un peu sourire de parler de droit, mais ils n'ont pas de légitimité pour juger des individus. Donc ces gens-là, s'ils sont français, il faut les récupérer, les juger nous. Ça paraît assez clair. On ne va pas laisser ce non-droit s'installer. On va les laisser combien de temps, ces gens, aux mains des Kurdes ? Les victimes du 13 novembre attendent le procès de Salah Abdeslam qui doit se tenir en 2020-2021. Il n'a quasiment jamais parlé depuis qu'il a été arrêté. Est-ce qu'il faut en attendre quelque chose ? Justement, il ne faut pas qu'elle se fasse trop d'illusions tout de même sur ce qui va se passer. C'est toujours bien d'avoir un procès parce qu'on va tout déballer, même si la personne ne dit rien. Il y a d'autres personnes qui parlent et puis on explique tout et on dévoile tout, y compris des choses qui ne sont pas forcément encore connues. Mais pour ce qui est de lui, il y a quand même peu de chances qu'il revienne en arrière. Il y a cette justice-là et puis la tentation de la justice par les armes. Il y a quelques jours, notre confrère de Mediapart, Mathieu Suc, révélait que tous les commanditaires des attentats du 13 novembre avaient été tués un à un, en dehors de tout cadre légal. Que faut-il en penser ? Il faut être modeste. Je suis juge, donc je sais que notre pouvoir d'action a ses limites. Quand on est sur le territoire français ou en Europe, qu'on peut fonctionner en lançant des mandats d'arrêt, en arrêtant les gens et en les jugeant, très bien, c'est ce qu'il faut essayer de faire. Quand on est sur une zone de guerre avec des gens qui ne sont pas atteignables et qui veulent nous frapper, on est entre la justice et la guerre, précisément. On a un domaine un peu hybride et qu'il y ait eu ces opérations homo, comme on les appelle, ne me surprend pas et je crois qu'il faut se garder d'être trop moralisateur en la matière. On se souvient du « tant mieux » de Florence Parly qui parlait de la mort de djihadistes français à Raqqa. C'est justifiable donc. C'est l'humanité qui est comme ça, si vous voulez. Ils se sont mis en position de faire la guerre. On leur fait la guerre depuis maintenant 3 ans, j'allais dire. Après, justement, le 13 novembre, on s'est dit, tiens, il faudrait peut-être faire autrement. Voilà, ça me paraît quelque chose d'assez logique. On ne va pas dire que ce n'était pas la guerre à Raqqa. Quand on envoie des rafales et qu'on bombarde, c'est une guerre. OK, pas en droit international, mais à partir de ce moment-là, ce n'est pas des exécutions extrajudiciaires, c'est plus des opérations sur le terrain. À propos d'état de droit, est-ce qu'il faut être inquiet de la limitation de nos libertés au nom de la lutte contre le terrorisme ? On a inscrit dans la loi française des mesures exceptionnelles qui dataient de l'état d'urgence. Sans aucun doute. Moi, c'est ma plus grosse crainte. La crainte, c'est ce que les terroristes peuvent nous faire, et puis ce qu'on est capable de se faire à nous-mêmes, à nos valeurs. Ça, c'est quelque chose de très inquiétant, parce qu'on dira ce qu'on veut. On a mis dans une loi ordinaire des règles administratives dérogatoires. On va vous jurer au grand Dieu qu'on n'en abusera jamais, quelle que soit la situation, que même dans 10 ans, quand ça ne sera pas les islamistes, mais des groupes d'ultra-gauche, d'ultra-droite, peu importe comment on les appelle, on n'utilisera pas ça, ce panel-là. Moi, j'en sais strictement rien. Je ne sais pas du tout. Donc, je suis inquiet quand on généralise l'exceptionnel, si vous voulez. Et on n'a pas les garde-fous ? Il n'y a pas de garde-fous. Quel garde-fou vous voulez avoir ? Après, c'est de la communication. On va vous dire que ce groupe est très dangereux, ce mouvement-là est très dangereux. Moi, j'ai connu des époques où il y avait des gens qu'on considérait comme
comme nos alliés qui devenaient des terroristes après parce qu'on se mettait d'accord avec un État. Les opposants iraniens étaient parfois des terroristes, parfois des amis. Les Tamouls, parfois, on les a accueillis, etc. Puis quand on s'est bien mis avec le régime singalais, vous voyez, l'histoire montre que c'est pas si propre que ça, c'est pas si net que ça, et que bien souvent, on désigne un groupe en le qualifiant de terroriste pour faire plaisir diplomatiquement à d'autres pays, etc. Donc c'est assez complexe. Il n'y a pas de retour en arrière possible? Non, jamais. Écoutez, c'est des strates, si vous voulez. Bon, voilà, je vais vous trouver dans la sédimentation de la lutte antiterroriste, la première loi, la 10e, on pourra dater. Et puis, mais voilà, non, jamais. C'est ça qui est dangereux. On en perd petit à petit. Et les Français n'en ont pas nécessairement conscience. Il y a eu des protestations dans la classe politique, mais assez peu au niveau de la société. On est prêt à sacrifier beaucoup au nom de ce qu'on nous présente comme étant la sécurité. Parce que ça va petit à petit, c'est pas brusque. Donc comme ça va petit à petit, le recul des libertés par rapport à la tendance sécuritaire, les Français qui, eux, sont choqués massivement par des attentats, admettent ces petites atteintes. C'est pas du jour au lendemain que tout d'un coup on leur dit vous pouvez plus l'écrire, vous pouvez plus penser, on s'occupe de tout, on sait ce qu'il vous faut. Non, ça se passe pas comme ça. Une question plus personnelle pour finir. Pour beaucoup de Français, vous avez longtemps incarné la lutte contre le terrorisme. La loi en France interdit à un magistrat de rester plus de 10 ans à un poste. Après un passage à Lille, vous êtes donc aujourd'hui à Versailles. Vous dites à la fois que vous avez sacrifié beaucoup pour votre carrière, mais que l'antiterrorisme vous manque. La matière me passionne. La matière me passionne. J'aime écrire sur le sujet, j'aime réfléchir. Venir chez vous pour en parler. Maintenant, je ne suis absolument pas irremplaçable. Ce qui est important, c'est qu'il y ait des structures très fortes et qui ne baissent jamais la garde. Et c'est le danger qu'on a tout le temps, parce que le terrorisme, c'est ça. Et parfois, on baisse la garde parce qu'il ne se passe plus rien, on diminue les effectifs. Voilà. Il faut garder une structure très forte. Les hommes peuvent passer, mais il faut vraiment une structure forte. Merci beaucoup, Marc Trévidic, d'être venu ce matin sur le plateau de Paris.